Eh bien, bonjour. Donc, je suis Catherine Lecomte et je dirige un lieu qui s'appelle Anis Gras, le lieu de l'autre, depuis 10 ans. Donc, je vais peut-être commencer par expliquer pourquoi Anis Gras et parler un petit peu de l'histoire de ce lieu, qui est inscrit au patrimoine. Il a été construit en 1792 par la famille Raspail. Et en fait, là, on voit une partie du site. La famille Raspail, donc très investie en politique. En France, un des membres était également médecin herboriste. Donc dans la serre qu'on aperçoit près de l'arbre, il faisait pousser des plantes. Et dans une des salles de spectacle, dite la distillerie, il distillait ces plantes qui ensuite donnaient une liqueur qui avait des vertus digestives. Et en 1962, donc bien après, les frères Gras sont arrivés d'Algérie pour distiller l'anisette Gras, qui porte leur nom, d'où le nom du lieu Anis Gras. Voilà. Donc on a décidé d'associer un objectif, en tout cas un axe de travail, qui est le lieu de l'autre, puisqu'en effet, un des enjeux pour nous était de travailler sur art et usage de l'art, et sur ce rapport, en tout cas, et ce travail autour de l'altérité qui nous paraissait nécessaire. Alors en France, c'est vrai qu'on bénéficie déjà depuis un bon moment d'un statut privilégié, avec le statut des intermittents, que la question de l'action culturelle, elle est aussi maintenant au moins, enfin elle a presque 30 ans, avec le développement social des quartiers, les DSQ, dans les années 80, fin des années 80. Et pourtant, la question aussi du sens de ce travail lié à l'action culturelle se pose régulièrement. Donc à Anis Gras, en fait, le lieu il appartient à la ville d'Arcueil, qui a décidé de faire appel à une association pour gérer, produire et diriger le lieu. On peut peut-être faire tourner un petit peu des images parce que ça illustre pas forcément. Alors, la condition de la gouvernance à Anis Gras, je la trouve importante parce qu'elle pose quand même une base. On n'est pas un théâtre municipal, on n'est pas une scène reconnue ou conventionnée, on est un lieu qui a une grosse qualité en termes d'espace, c'est-à-dire qu'on a 2 salles de spectacle, des ateliers, des logements, une cuisine et une super cuisinière surtout, des bureaux, des espaces extérieurs, mais on est doté d'un budget très très fragile et très petit, c'est-à-dire que la ville nous met à disposition à travers des conventions le lieu, l'eau, l'électricité, ce qui est déjà important, et l'équivalent de 5 000 € par mois. Donc nous, on a en charge toute la partie salariale de l'assurance d'un lieu classé, enfin, etc. Donc on part de loin il y a 10 ans, et notre travail, dans un premier temps, il est donc également de trouver. Aujourd'hui, on trouve encore que 75% du budget pour faire fonctionner ce lieu. Alors à partir de là, ce qui était intéressant, c'était justement de pouvoir écrire un projet de lieu différent de ceux existants en France, qui sont dotés de budgets nettement supérieurs, mais également aussi de cadres et de contraintes par rapport à leur mission, par rapport à leur manière de travailler avec les artistes autour de la création, mais également aussi de l'action culturelle. Donc nous, le principe, il a été en fait de travailler beaucoup sur le partage et l'ouverture de cet espace. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai passé beaucoup de temps au début à travailler avec les assureurs pour que le lieu puisse être ouvert en dehors de notre présence, puisque en dehors d'être directrice, je suis aussi chef d'établissement. Et dans beaucoup de lieux, en fait, une fois que l'équipe du lieu est partie, le lieu ferme. Donc là, on a beaucoup travaillé avec des juristes et avec les assureurs pour que le lieu soit accessible aux équipes artistiques 24 heures sur 24. Donc ça permet de donner du temps une fois qu'on a partagé et donné de l'espace. Les différents espaces à Anis Gras, ils permettent de développer différentes phases de projet. D'un début, c'est-à-dire on s'installe sur une table et puis on cherche, on écrit, jusqu'à une première étape de travail dans un atelier qui est confortable mais pas équipé scéniquement, sans lumière vidéo forcément, jusqu'à la salle de spectacle qui elle est bien équipée. C'est un lieu qui est dédié à la création mais qui a été fait pour distiller des liqueurs, donc ça veut dire qu'on a des espaces qui ne sont pas forcément
adapté à la diffusion artistique. Donc en tout cas, la conséquence, c'est qu'il y a une toute petite jauge, hein, c'est des jauges de 80 personnes, 90 personnes maximum, donc ce sont également de petites formes. Alors une fois que j'ai dit ça, c'est vrai que pour nous, ce qui était important, moi je ne me considère pas comme une programmatrice, parce que mais plutôt comme quelqu'un qui va permettre et entretenir un mouvement du côté de la création et du côté des liens entre création et habitants, territoires, acteurs locaux, enseignants. Ça veut dire que 70% des artistes qui sont accueillis en résidence à Anigra choisissent d'être là, plus que l'équipe du lieu ne les choisit. Ça permet de découvrir des gens qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire aussi de sortir d'un repli que peut avoir le réseau en France assez régulièrement, c'est-à-dire qu'on voit toujours les mêmes artistes circuler, et enfin c'est bien que les artistes circulent, mais c'est bien aussi que d'autres artistes puissent avoir accès à des espaces. Donc nous, c'est quelque chose qu'on essaye de privilégier, de garantir le plus possible. Ensuite, sur la manière dont on travaille, les contraintes, c'est-à-dire que nous, c'est vrai qu'on a une contrainte financière qu'on a décidé de transformer, c'est-à-dire qu'on s'est dit on a un espace, on a du temps, on a un minimum pour vivre chacun, donc à partir de là, on va pouvoir inventer ensemble la manière de faire de l'art, de travailler aussi entre une équipe d'un lieu et des équipes artistiques, parce que ça aussi, ça peut être des fois problématique, en tout cas sujet à débat et à comment travailler ensemble. Donc à partir de là, les artistes inventent avec nous une manière de développer leurs projets. On les accompagne au niveau technique, on les accompagne au niveau administratif, c'est-à-dire qu'on est une équipe d'environ une dizaine de personnes. On n'a pas la possibilité d'acheter les spectacles, mais on essaye de les accompagner vraiment le plus loin possible et d'une manière, je dirais, la plus diversifiée possible. Ce qui n'est pas toujours évident, parce que beaucoup d'artistes aussi souhaitent fonctionner par rapport à un cadre plus institutionnel qui leur garantit aussi un développement professionnel. En tout cas, eux l'envisagent comme ça, même si aujourd'hui, on constate en France des grandes difficultés par rapport à la diffusion de la création artistique et par rapport au sens aussi sur certains projets. Donc à partir de ces présences, on accueille environ 90 équipes artistiques par an. C'est posé la question du partage et de l'action culturelle. Pour certaines équipes qui sont professionnelles et conventionnées avec le ministère de la Culture, la région et d'autres partenaires, il y a une obligation, quand ils sont en résidence, d'action culturelle, même gratuite, c'est-à-dire que c'est un échange. Donc ça, nous, on les sollicite pas forcément sur ce troc systématiquement, c'est-à-dire qu'on le fait quand pour nous, on voit un sens et qu'ensemble avec eux, on voit une opportunité de le faire. Sinon, on va quand même régulièrement chercher des budgets pour pouvoir financer ces actions et ce travail sur le territoire. Par contre, on a décidé aussi que l'action culturelle, on allait la remettre un petit peu en question et en cause à Anigra, c'est-à-dire aussi essayer de créer des moments de création dans cette démarche et ce travail-là, parce qu'on a constaté aussi beaucoup de frustration du côté des artistes, du côté des enseignants, du côté des animateurs. C'est vrai qu'il y a depuis longtemps une espèce de, je sais pas comment dire, enfin, de difficulté de rencontre ou de difficulté culturelle entre un artiste, un animateur et des gens qui viennent plus du milieu socio-culturel, voire pédagogique. Il y a des incompréhensions, c'est-à-dire que l'artiste pense que son travail n'est pas forcément suffisamment pris en compte à des endroits, et l'animateur ou l'enseignant vont lui reprocher aux artistes un manque de prise en compte de la dimension humaine des enfants ou des personnes qui suivent les ateliers. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent dans pas mal de projets et pas mal de discussions et de bilans. Donc à Anigra, on s'est dit qu'on allait, plutôt qu'écrire des projets d'action culturelle qu'on allait faire financer et ensuite trouver les publics, on allait inventer une plateforme d'écriture commune, c'est-à-dire qu'on propose aux habitants, aux artistes et à l'équipe du lieu d'inventer ensemble et d'expérimenter des formes. Alors moi, je préfère appeler de transmission plutôt que d'action culturelle,
parce que chacun a un rôle à jouer et chacun est porteur de quelque chose pour l'autre. Il n'y a pas forcément uniquement toujours un maître qui, là, serait l'artiste vis-à-vis d'un public que seraient les enfants et les professeurs. Parce qu'on retrouvait aussi quand même beaucoup cette manière et ce schéma-là dans certains projets. Donc l'idée, c'est, à Nigra, il y a beaucoup d'acteurs dans l'équipe, mais aussi dans les résidents, qui sont en fait des gens qui observent ce qui se passe, qui parlent aux gens qui fréquentent le lieu, peu importe qu'ils soient artistes ou pas. Et petit à petit, il y a comme ça, à partir des présences dans le lieu, des échanges, l'écriture de projets. Donc là, il y a eu quelques photos là, qui vous ont montré, par exemple, je pense, un projet qui existe maintenant depuis 10 ans, qui s'appelle le Café des enfants, et qui est né, en fait, des grilles ouvertes du lieu. C'est-à-dire que le lieu a des grilles, et régulièrement on les ouvre, ce qui fait que les gens rentrent, voilà. Et cette présence de personnes dans le lieu, mais qui ne savaient pas forcément où elles étaient, parce que comme c'est classé, on a un problème d'identification. On ne peut pas écrire en gros que c'est un centre culturel, parce que le conservateur de la ville, il n'est pas d'accord. Donc c'est un lieu à Nigra qui est repéré, mais qui est à la fois à chercher quand même, et à, voilà, enfin, que des gens passent devant et se demandent encore ce que c'est. Donc l'ouverture des grilles permet comme ça du passage dans le lieu. Et petit à petit, ces présences, alors beaucoup d'enfants, parce que les enfants, ils circulent beaucoup plus facilement. Ces rencontres avec les artistes, petit à petit, on s'est dit, on va créer une forme le dimanche après-midi qu'on va appeler le Café des enfants, parce qu'il y a des enfants, des adultes, voilà. Et en fait, ce moment-là, pour nous, il n'est pas tant dédié qu'aux enfants, qu'à un public de toute génération, pour venir découvrir des formes artistiques qui, elles, ne sont pas écrites pour des enfants, mais qui doivent être visibles par des enfants. Donc ça veut dire qu'on travaille avec les artistes au moment des ouvertures sur le format, la durée, c'est-à-dire que ce n'est pas plus de 40 minutes. Et au départ, pas mal d'artistes disaient « oui, mais c'est compliqué pour nous de couper, d'arranger ». Bon. Et on leur a demandé cet effort. Ils l'ont fait et tout le monde est vraiment très, très satisfait, parce qu'il y a un public qui ne fréquente pas forcément le théâtre d'habitude. Il y a aussi, certes, une fragilité par rapport à la tenue du public dans la salle, des enfants ou même les parents, pour certains qui viennent, ne sont pas habitués non plus au code de comment se tenir dans une salle de spectacle, donc ils vont circuler, il va se passer un certain nombre de choses. Mais franchement, à chaque fois, il y a une écoute et une attention, et surtout une série d'échanges à l'issue de la représentation qui est assez forte, et que beaucoup d'artistes recherchent à plein d'autres moments. Enfin, en tout cas, ils manifestent tous un moment intense et important pour eux dans leur création. Donc, et le Café des enfants, c'est un mélange d'esthétique, c'est-à-dire qu'on va louer une machine de barbe à papa, on va faire des gâteaux, on va inviter un magicien, on va inviter un conteur qui va se mettre dans un coin et puis raconter des histoires. On va multiplier comme ça les esthétiques, parce que dans l'équipe, c'est vrai qu'on, par rapport au théâtre, on va dire un peu traditionnel ou institutionnel, cette esthétique de la billetterie, on arrive, on prend son billet, on va au bar, on boit un verre de vin, on voit le spectacle, on sort. Cette esthétique-là, finalement, elle est aussi assez excluante. Et on a cherché, nous, à créer d'autres codes pour pouvoir aussi attirer d'autres publics, parce que la question de la démocratie culturelle en France, elle est importante, mais il ne suffit pas que de baisser le prix du billet, il faut aussi pouvoir sortir d'une posture pour pouvoir ensuite être dans un contact différent et nouveau si possible. Mais nous, on est un lieu, je pense, extrêmement ouvert, et pourtant on est encore aussi vécu par pas mal de gens comme un lieu élitiste, parce qu'on fait de l'art, parce qu'on est dans une démarche de création artistique avec des formes qui sont pas toujours consommables directement et comme ça. Et ce que nous, on essaye de travailler, c'est justement d'expliquer que l'élitisme, c'est qu'une manière de se comporter les uns avec les autres. Il n'y a pas un lieu qui ne serait pas accessible ou quelque chose qui ne serait pas compréhensible. C'est ce qu'on défend, parce que même si, et moi, des fois, j'assiste à des projets,
et je ne comprends pas forcément tout. Mais voilà, l'idée, c'est de se laisser porter, et on a le droit aussi de ne pas aimer. L'artiste est aussi quelqu'un qui a des échecs, se trompe, enfin... Voilà, donc c'est juste une manière aussi d'être face à une autre parole, à un projet, etc. Donc, on s'est rendu compte aussi que le travail qu'on avait à mener, il était aussi avec les publics. Donc, nous, on est un lieu d'art, de culture et d'éducation populaire, parce que ça nous paraît important, à chaque fois qu'on en a l'occasion, voilà, de mélanger les expériences, les rencontres, et de connaître l'autre aussi, c'est-à-dire Et l'autre, c'est l'habitant, c'est le professeur, c'est l'usager du lieu, pas simplement l'artiste. À partir de là, je vais reparler d'un projet qui fonctionne depuis 2 ans, qu'on a mis en place, qui s'appelle La Belle École, et qui est un projet aujourd'hui phare du lieu. Et en fait, le principe, c'est de prendre un temps important avant de faire un atelier dans les classes, avec des professeurs, des enseignants de la maternelle au lycée, pour se connaître et donc savoir ce qu'est le travail de l'enseignant, ce qu'est le travail d'un artiste, et dans le détail. Donc on a embauché au sein de l'équipe une personne qui ne fait que ça, organiser ces rencontres, les faciliter. En amont, on a beaucoup travaillé sur le programme officiel de l'Éducation nationale et ensuite établir des petites fiches, pas trop simplistes, mais qui résument les obligations et le cadre de travail de l'enseignant, par exemple. Et ça, on les fournit aux artistes avant la première rencontre avec le professeur, de manière à arriver avec une base de connaissances de ce qu'est l'existence, ou en tout cas le cadre de travail de l'autre. Et à partir de ces rencontres, qui prennent un certain temps en fonction de ce que sont les gens aussi, il y en a, ils sont très ouverts très vite, il y en a d'autres, il y a plus de timidité, donc il y a un chemin à faire. On va essayer d'identifier les besoins du professeur en termes pédagogiques. Alors, est-ce qu'il veut travailler sur les mathématiques, parce qu'il y a un endroit des mathématiques, la division à 2 chiffres, je dis ça parce que ça a apparu une fois, qui posait problème avec ses élèves. Ou est-ce qu'on avait eu un autre exemple très beau, enfin compliqué pour le professeur, qui, quand il écrivait au tableau, en fait, comme le tableau est plus large que les cahiers, il se rendait compte que les enfants, à la fin de la première ligne, faisaient des espèces de spirales parce qu'ils avaient du mal à passer à la ligne, c'est-à-dire à sauter la ligne si le professeur ne le faisait pas au tableau. Donc, et ça, le professeur disait, avant, ça arrivait dans les petites classes, mais maintenant, ça continue dans les plus grandes classes et ça pose un problème. Donc, cette question de la spirale au bout de la première ligne, de la difficulté à sauter, donc de l'espace, etc., a été travaillé après avec une chorégraphe, par exemple. Voilà, donc on crée des binômes à partir de demandes d'enseignants. Donc, dans un premier temps, nous, on allait chercher les enseignants. Aujourd'hui, maintenant, ils viennent. Parce qu'il y a quelque chose aussi qui est important, c'est que ce projet, on l'offre, il est gratuit. Quand on va dans les écoles, il n'y a pas de budget. Alors, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, donc il y a des moments où on n'en a même pas forcément besoin pour faire les choses, mais aussi parce qu'on voulait sortir. C'est pas de la prestation de service. On n'est pas là pour vendre une action, on est là pour partager une action. Donc prendre le risque aussi avec l'autre que ça ne marche pas. On sait que les enfants ne seront pas en danger, c'est ça, on le garantit. Mais ce qu'on va trouver ensemble ou pas, ça nous paraît important de ne pas se positionner comme des experts et donc c'est gratuit. Après, au bout de 2 ans, on a trouvé des financements via des fondations qui soutiennent cette démarche, parce que cette démarche, en effet, c'est pas que de la gratuité, parce que chacun met du temps, et les professeurs qui ont déjà un programme bien chargé, là, on accepte beaucoup plus facilement de travailler les soirs, les week-ends, enfin, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. À partir de là, alors peut-être qu'on peut montrer, tu sais, j'ai une... je sais pas si j'ai... Non, j'ai le livre de Le goût des mots. Le goût des mots. Mais je sais pas. Est-ce que ça va...
Voilà, non, parce qu'à partir d'une expérience, en fait, on a travaillé avec une graphiste qui était en résidence dans le lieu, ah, hop, sur un ouvrage. C'est-à-dire, l'idée, c'était de rendre compte, pour pouvoir aussi partager de ce travail. Alors, il faudrait voir les 2 pages en visualisation. Dos páginas. Ah, puis après, en diaporama. Et entonces, si. Donc voilà, bon, ça, ça va vous montrer une action, un module dit La Belle École, qui s'est fabriqué entre un conteur et une professeure de CE2 qui avait identifié en tout cas un problème par rapport à l'écriture. Donc le conteur a parlé du goût des mots, de la forme des mots, enfin, etc. Il a développé avec la professeure et ensuite avec les élèves une histoire des mots. Et, ça marche comme ça, c'est manuel. Voilà, un parcours. Et ensuite, une graphiste s'est associée au projet pour travailler sur des images et une présentation de ce processus. Et ce carnet, il a été donné aux enfants, aux parents. Voilà. Et en ce moment, on développe tout un travail éditorial aussi autour des expériences, puisque des profs nous ont aussi demandé des traces et des éléments pour pouvoir continuer à travailler seuls ou à partager éventuellement avec d'autres enseignants, voire d'autres artistes qu'ils rencontreraient. C'est-à-dire que l'idée, de toute façon, à Anigra, c'est de créer des expériences qui sont partageables et qui sont utilisables par d'autres pour pouvoir être réadaptées aussi à leur milieu. Parce qu'on ne crée pas de forme unique, mais on crée plutôt des systèmes. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, par exemple, le Café des enfants, depuis 10 ans, nous, on a pu aider à en faire dans plein d'autres villes autour d'Arcueil. Et on sait aussi que des gens créent des cafés des enfants sans demander, mais ça, c'est pas grave pour nous. C'est que le projet a marché. Si en plus on nous vole l'idée, c'est parfait. Mais voilà, enfin, c'est un peu l'idée, en tout cas, c'est qu'autour de l'action culturelle et de la transmission, il y ait vraiment comme ça des projets qui apparaissent, qui se partagent, qui se réinventent aussi en fonction de qui on rencontre. La Belle École, c'est un engouement vraiment très important. Et là, on en est à parler de l'évaluation avec l'académie, c'est-à-dire avec l'éducation nationale, qui est venue à un moment d'ouverture, puisqu'en dehors du travail entre les enseignants, les artistes et avec les enfants, on organise des moments qu'on appelle la Belle École en partage, avec qui veut venir. Il y a toujours quelque chose à manger. Notre cuisinière, Ilham, prépare des petites choses à déguster. Et on parle de ce qui s'est fait, de ce qui va se faire. Voilà, c'est un moment ouvert. Et plein de gens, maintenant, viennent. Et l'éducation nationale, ils sont venus d'ailleurs dans un premier temps dans cet espace un peu informel. Et la question de l'évaluation se pose. Voilà, bon, c'est juste une piste. Je n'ai pas aujourd'hui de forme ou de résultats à donner, mais elle a été soulevée, cette question, par des profs et aussi par des artistes. Donc, en dehors de la Belle École, il y a d'autres projets qui étaient illustrés par certaines diapositives tout à l'heure, autour de projets intergénérationnels aussi, entre des personnes âgées et des enfants. Puisqu'en France, il y a des aides en action culturelle, c'est sûr, mais c'est aussi extrêmement cloisonné. Donc si on veut un budget, c'est pour les personnes âgées, si on veut un budget, c'est pour la jeunesse ou les enfants. On facilite l'intergénérationnel aujourd'hui, mais enfin, il faudra toujours une porte d'entrée, voilà, donc c'est pareil. Nous, on est dans nos demandes, et ça ne fonctionne pas toujours, mais sur des demandes d'aide à financer des plateformes d'écriture. Voilà. Et on a inventé avec des habitants un chemin littéraire, on a appelé ça comme ça, qui a donné lieu à plein de petits projets, qui allaient de la lecture dans les maisons de retraite par des artistes, à des moments où ils avaient du temps, où ils avaient une œuvre qu'ils rencontraient, qui leur paraissait importante à partager, c'est-à-dire des moments un peu qui s'inventent aussi dans un temps présent. Puisque le lieu d'art, comme plein d'autres lieux, il est aussi beaucoup pris par le temps, par
la préparation des choses. On prépare, il faut, mais des fois, quand les choses se passent, on n'est pas là. Nous, en tant qu'organisateurs, on est déjà en train de... Voilà, donc nous, on essaye de réduire le temps de préparation, d'anticipation, mais aussi de vivre ensemble, en tout cas les projets, quand ils se passent. Et donc, avec les retraités et les artistes, on a mis en place un projet qui s'appelle Table à lire. C'est une toute petite chose, la table à lire, mais c'est pareil, ça fait 2-3 ans que ça existe, ça marche vraiment très bien. C'est de se mettre à la table des écrivains, c'est-à-dire qu'un artiste choisit une œuvre dans laquelle, qui comporte une recette de cuisine ou des éléments qui renvoient à la cuisine. Et puis, il y a un atelier qui dure 3 heures où on va découvrir l'œuvre, l'auteur. On va extraire cette recette et on va cuisiner le plat ensemble, le manger et inviter des amis, des parents. Voilà. Donc, on a vu quelques images tout à l'heure de ce mélange et de ce travail. Et c'est vrai que les animateurs avec lesquels on bosse ou les parents, en fait, quand les gens partent, on offre des exemplaires du livre. Alors, on a fait Zola, Duras, enfin, il y en a toute une série. Et les gens reviennent pour nous dire est-ce qu'on pourrait avoir d'autres exemplaires, parce que les enfants, vraiment, ça circule. Donc là, on les renvoie à la bibliothèque, parce qu'on se dit, bon, on ne veut pas... Voilà, il y a un lieu pour aller prendre les livres. Mais c'est aussi tout ça qu'on travaille, parce que pour nous, il est aussi beaucoup question de faire avec l'ensemble des acteurs du territoire. Je pense qu'à Arcueil, c'est ça. Il y a beaucoup de villes comme ça, en tout cas en Île-de-France, où chacun, directeur de la bibliothèque, du cinéma, d'Anigra, on reste sur un peu nos lieux, et on a quand même beaucoup de mal à faire les choses ensemble, parce que c'est un peu une défense de territoire. Enfin, il y a quelque chose qui est un peu... les gens qui viennent sont nos publics, voilà. Donc nous, aussi, depuis longtemps, on travaille sur une manière de faire avec l'autre professionnel lié à la culture, à l'art, à l'éducation, pour travailler ensemble et que ça s'ouvre un peu. Mais c'est pas toujours facile, ça va dépendre aussi de la personne. Et après, la question de l'obligation à faire, elle est délicate. Voilà. Mais en tout cas, on travaille aussi beaucoup avec les politiques, l'élu à la culture d'Arcueil, qui vient régulièrement dans le lieu aussi chercher quand même expérimenter des choses avec nous dans le rapport avec les habitants, puisque nous, on a un rapport très important avec ce qu'on appelle les primo-arrivants. Ça veut dire de jeunes Arcueillais de tous les âges, mais qui viennent vraiment d'arriver à Anigra, à Arcueil, et qui voient Anigra très facilement et qui le fréquentent aussi très facilement, plus que d'anciens habitants qui ne... Voilà, bon. Donc, que dire de plus ? J'ai parlé de... Est-ce qu'il y a un autre projet ? Oui, le dernier qu'on a lancé, c'est la Fabrique Théâtre. On a reçu, on reçoit régulièrement, mais très peu, en fait, aussi chez nous, des compagnies artistiques, on va dire, issues de la diversité, c'est-à-dire qui ont la peau plus foncée que les autres. Et c'est vrai qu'il y a, moi, en 10 ans, je crois qu'on a reçu on a eu 5 demandes de metteurs en scène ou de chorégraphes africains ou caribéens. Et avec certains, on s'est posé la question aussi de la présence de ces écritures et de ces propositions artistiques. En musique, oui, en musique, ou dans le conte, en conteur, mais en théâtre, en tout cas, voire en danse contemporaine, et pas hip-hop seulement. Donc on s'est posé la question de la formation, donc on s'est rapproché aussi des écoles supérieures d'art dramatique, donc des écoles qui forment professionnellement aux arts. Donc on travaille avec différentes écoles et différentes associations aussi de la ville d'Arcueil qui proposent des ateliers de théâtre payants. Donc voilà, c'est 100 € par mois, et c'est normal. Enfin, je veux dire, il doit y avoir une rémunération, c'est un travail, mais
Du coup, c'est vrai que ça élimine aussi un certain nombre de personnes, même si la question financière n'est pas le seul problème, puisque la ville d'Arcueil pourrait accompagner une famille en difficulté qui voudrait suivre un atelier de théâtre avec une association dont c'est l'objet. Mais il y a aussi un problème de fréquentation de ces espaces. Et quand à Nigra, on a fait savoir qu'il y avait une espèce de petite fabrique des arts et des cultures, petit conservatoire où on pouvait venir faire du théâtre gratuitement, des expériences aussi ensemble, inventer une manière de travailler ensemble. Aujourd'hui, on a une vingtaine de jeunes de 10 à 20 ans qui sont de toutes les couleurs, ça c'est clair, ils ne sont pas très... Et c'est super. Et on a aussi, voilà, il y a toute une partie de la population, de la population qui est venue. Donc il y a un engouement. C'est des gens qui viennent 2 heures, de 18h à 20h le vendredi, suivre un atelier théâtre. Alors ils veulent être acteurs. Ils ont très peu vu de pièces. Ils ont quasiment jamais lu de pièces. Mais c'est tout ce travail qu'on doit faire avec eux. Voilà, donc ça c'est le dernier projet. On l'expérimente. Les artistes qui interviennent dessus, des fois ils viennent me voir et disent on en a marre. Parce qu'ils veulent être acteurs, mais ils n'arrivent pas à lire. On veut leur faire lire un texte et ils ne veulent pas. Voilà, donc c'est vrai qu'on n'a pas de filet dans cette expérience. Donc chacun, après, on cède. C'est-à-dire que moi, je remotive les artistes en disant, bon, allez, hop, c'est un voyage, on ne sait pas où on va, mais on essaye d'y aller. Et on va voir les jeunes et on parle avec eux et on leur dit que c'est important de venir voir un Macbeth de 3h30. Donc ils acceptent, ils viennent voir. Mais en échange, on doit les emmener voir un truc avec de la télé-réalité au théâtre à Paris, parce qu'il y a une star qu'ils adorent. Alors on les emmène, et du coup on en parle. Enfin, voilà, c'est un travail qui se construit comme ça, dans des négociations, avec aussi... parce que pour eux, ils veulent être au Marcy, ou ils veulent être, enfin voilà, les stars en France qu'on voit et qui peuvent être issus des quartiers, et auxquels ils se comparent. Et ils n'ont pas forcément tort ou raison. Et à Nigra, on ne va pas en faire des Omar Sy ou des Jamel Debbouze. Ils vont vivre une expérience avec des artistes qu'on leur met, nous, dans les pattes. Et on connaît ces artistes. On sait que ça ne va pas être simple, parce qu'eux, ils ne vont pas s'amuser à jouer les gentils parce que tu viens, ou que tu es handicapé, ou que je ne sais pas quoi. Ça, ce n'est pas leur problème. À ces artistes-là, par contre, ils ont une rigueur, mais ils ont une réelle... attention, et c'est des gens qui aiment l'autre, donc de toute façon, même si des fois c'est un peu dur, c'est et jamais méchant et toujours utile. Et il y a des hauts, il y a des bas. Il y a une gamine, par exemple, qui avait 17 ans, au bout de 3 mois, elle a dit « j'en ai marre, je me barre ». Et en fait, elle est revenue avec un texte qu'elle a écrit. Parce qu'elle a dit, moi, vos pièces, ça m'ennuie, je comprends rien. Franchement, si c'est ça le théâtre, je veux plus en faire. Et puis ensuite, elle s'est dit, mais non, moi, je vais écrire le théâtre que je veux faire. Voilà, alors bon, son texte, il est à retravailler, mais c'est intéressant. Moi, je me dis, si aujourd'hui, Nigra est vécu comme ça par les jeunes, c'est-à-dire un lieu où on peut aller, venir et travailler à la création, à avancer ensemble. Voilà, donc... je sais pas le temps, après mais il reste du temps. Merde. Ça c'est un peu d'animation parce que j'ai trop de temps. Non. On peut remettre les diapos. Ah si, la diapositive. Peut-être. On remet la diapositive. Parce que sinon, il y a le programme aussi. Mais ouais. Ça, c'est la première ? Non, je pourrais finir en disant qu'avec les artistes aussi, il y a un gros travail qu'on fait pour sortir uniquement de la diffusion de leur spectacle. Parce que, évidemment, en tout cas pour eux, c'est un enjeu très important. Et pour certains, le travail d'action culturelle ou de transmission, ils sentent bien que ça compte et que c'est utile, mais ils n'arrivent pas à le situer dans le processus. C'est-à-dire que le temps de la rencontre met en danger le temps de la création. Donc, et ça, moi, je le respecte. C'est-à-dire qu'à Nigra, on n'est pas... Là, il y a des photos avec des gens, des enfants sur des... Mais enfin, c'est pas un lieu... c'est des fois un lieu très silencieux, très calme, où chacun a un espace de travail et est respecté
et n'est pas interrompu dans son moment, parce que ça compte. Mais c'est vrai que nous, on incite à changer régulièrement d'esthétique, de rapport au temps, de rapport à l'espace. Il y a eu une période à Anigra, il y a eu des travaux très utiles pour que tout le monde ait chaud, la lumière, parce qu'on a eu plusieurs années où il ne faisait pas chaud partout et pas de la lumière partout. Et à partir du moment où il y a eu cette qualité au niveau des murs, du lieu, la cour est devenue très silencieuse. Et le lieu, on a senti, nous, un moment de repli et de fermeture qui était nécessaire. Mais pour se réouvrir, on a senti que ça a fait mal aussi. Et ça, on l'a fait grâce aux professeurs qui fréquentaient beaucoup le lieu et qui sont venus rencontrer les artistes pour faire appel à eux dans telle et telle démarche. Et voilà, donc, cette histoire de faire un certain nombre de choses, de laisser faire beaucoup de choses aussi, ça c'est quelque chose dans la direction du lieu qu'on essaye de maintenir le plus possible. Parce que c'est aussi dans ces espaces de travail, régulièrement on cherche un peu à se protéger pour pas rentrer trop tard, pour avoir enfin un week-end. On est tous dans des dynamiques comme ça par rapport à notre temps, qui font qu'on met des règles qui sont là pour protéger de ça. Donc nous, on a décidé de ne pas se protéger de ça, et donc d'inventer avec les gens avec lesquels on travaille des systèmes, en tout cas de protection, je ne sais pas, de respect, de bienveillance, parce que la question du vivre ensemble, dont il était question tout à l'heure, mais en France, c'est très, très important. Enfin, le vivre ensemble, ça apparaît un peu partout. Mais nous, ce qu'on remarque, en fait, c'est que dans les lieux, on travaille pour créer un lien. Donc le lien, il fait tenir les choses ensemble. Et ça ne veut pas dire que les choses, elles sont en relation. Et c'est vrai qu'à Anigra, on va privilégier le travail de relation. Le lien, c'est important. Le lien, c'est bien, mais le travail de relation, on se rend compte qu'il n'est pas forcément fait. Parce que le lien pourrait suffire. Mais le lien, souvent, il ne suffit pas. Donc c'est le commencement de quelque chose. Et voilà, et c'est tout ça. Et c'est vrai aussi qu'en 10 ans, je crois que c'est quelque chose qui nous représente un peu, c'est qu'une fois qu'on a trouvé quelque chose qui marche, on le continue un peu, mais on ne s'arrête pas, on avance encore. C'est-à-dire que la question de la stabilité dans le projet du lieu, c'est pas ce qu'on cherche. Voilà, on ne cherche pas du tout à stabiliser un état, mais à plutôt entretenir un mouvement. Et je sais que les artistes apprécient, au bout quand on arrive à travailler vraiment ensemble, apprécient cette dynamique qui croise la leur. Voilà, il y a des équipes artistiques avec lesquelles on n'arrive pas forcément à entamer un travail, je dirais, plus en profondeur. Et c'est pas grave, parce que je trouve que le lieu, il doit aussi servir tout court à d'autres. Oui, un truc important quand même, c'est aussi que pour nous, c'est un lieu dédié à la création, donc on travaille avec des gens très connus en France, ou moins connus ou pas connus du tout, et aussi avec les amateurs du territoire, parce que, moi, Anigra, c'est aussi un lieu culturel de proximité. Donc à part les mariages et les machins, on accueille à peu près tout ce qui peut être proposé par des habitants ou des groupes ou des associations et qui ont à voir avec la culture. Et on les accompagne aussi des fois quand ils sont ouverts à ça. Et tout ça, ça veut dire que les choses, vraiment, elles se mélangent. Et qu'on a des gens du théâtre conventionné et subventionné, du théâtre privé, d'autres qui sont issus des squats, et qu'à des moments donnés, dans des moments publics qu'on organise, il y a eu des choses difficiles parce que les uns n'appréciaient pas les autres ou avaient un regard sur le travail qu'ils n'allaient pas voir, donc qu'ils ne connaissaient pas forcément d'ailleurs, mais assez critique négativement. Donc là, c'est pareil, nous, on ne leur demande pas beaucoup, mais par contre, il y a une espèce d'obligation à aller voir ce que fait l'autre dans le lieu, donc des relances régulières pour aller découvrir. Et du coup, ça a créé aussi des échanges entre les artistes que nous, on n'aurait pas pu préméditer. C'est pas...
Et voilà. Merci. Merci Catherine. Je ne sais pas s'il y a des questions. Nous allons passer donc aux questions. N'hésitez pas à prendre la parole, mais toujours en utilisant le micro. Qui veut briser la glace? Bon. Merci. Merci de votre présentation qui nous a paru très intéressante, notamment l'idée de mélanger les relations. Je voudrais savoir quelque chose. J'imagine que pour développer tout cela, vous comptez sur une équipe de travail. Ce que je vais vous demander est d'ordre assez pratique. Mais ce que je voudrais savoir, c'est comment est créée l'équipe de médiation? Quel est le profil de cette équipe? Vous avez évidemment mentionné qu'il y a une personne responsable chargée de connaître les activités des centres scolaires. Je voudrais savoir quelle est la fonction de ces personnes qui font partie de cette équipe. Merci. Je crois que c'est aussi ce qui caractérise le projet. Il y a dans le lieu, on est sur 10, ce que je veux dire, c'est que les gens qui composent l'équipe ne sont pas forcément des professionnels du métier qu'ils exercent. Alors, par exemple, pour la médiation, il y a quelqu'un qui a fait une école, parce qu'en France, il y a aussi une formation universitaire pour être médiateur. Mais il y a également des gens qui interviennent sur la médiation qui ne sont pas professionnels de ce travail. Donc, qui vont développer des manières de faire extrêmement différentes, qui seront pas issus d'un apprentissage, mais d'un ressenti et de rencontres dans le lieu. Donc l'équipe, en gros, je dirais qu'il y a la moitié des gens qui ont été formés et qui sont des professionnels de leur profession. Et puis il y a 50% de gens qui sont arrivés dans le lieu et qu'on a embauchés parce qu'ils avaient envie de faire telle et telle chose dans le lieu sans forcément avoir la formation ou le diplôme. Voilà, moi je crois beaucoup aussi au fait de faire des choses qu'on ne sait pas faire, mais qu'on aurait envie très fort de faire. Si on veut changer la manière de travailler, c'est vrai que... Et d'ailleurs, Élise Damarès, qui est la responsable des relations publiques dans le lieu et qui a fait l'école et l'université et qui a les diplômes, elle dit que c'est vrai que depuis qu'elle travaille à Anigra, il y a quelque chose qui, dans un premier temps, l'a déstabilisée par rapport à ce qu'elle avait pu apprendre en termes de processus et de développement de processus, mais que du coup, ça l'a aussi emmenée à des endroits où elle pense qu'elle n'aurait pas forcément été si elle avait suivi l'ensemble de ses cours. Donc, mais c'est la question que posait tout à l'heure Iker sur comment créer des protocoles qui nous amèneraient à travailler les uns avec les autres en prenant en compte... voilà. Nous, on intervient régulièrement aussi au sein de formations dans les universités. Moi, je vais beaucoup parler de ce qui se passe à Anigra et on accueille énormément de personnes en stage et en formation dans le lieu. Mais c'est comme... il y a une période où, par exemple, on a entamé dans un autre projet un travail sur la folie et où, dans l'équipe, il pouvait y avoir des gens qui ont des vrais problèmes. Il y avait des gens à tendance schizophrène. Et moi, ça me paraissait important aussi que... penser un projet, réaliser un projet, c'était le faire avec un ensemble de personnes plus ou moins concernées et pour différentes raisons. Hola, buenos días. Yo quería saber específicamente qué respuestas tienen la educación una vez comenzado todo este proceso de intercambio. Los profesores... A ver, más concretamente, ¿qué respuesta tienen las autoridades escolares?
Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris. C'est-à-dire que ce que vous me demandez, c'est comment réagissent l'éducation nationale face... Sí, concretamente eso, sí. Si. Eh bien, plutôt bien, surtout parce qu'on ne leur demande pas d'argent aussi. Mais non, c'est-à-dire qu'eux, vraiment, ils suivent l'expérience. Par exemple, nous, on a là, le 21 mai, on va accueillir 600 personnes, grosse journée, parce que l'Académie de Créteil, où on se situe, a décidé de faire la fête des ateliers scolaires, artistiques et scolaires, à Anigra. Parce que le lieu représente pour eux quelque chose. Et voilà, l'équipe pédagogique, oui, c'est l'équipe pédagogique, les chargés de mission qui travaillent à l'éducation nationale à travers le... Maintenant, là, c'est le rectorat. Enfin bon, bref, il y a un truc compliqué en France entre le rectorat et l'académie. Mais voilà, du côté de l'éducation nationale, ils sont très positifs. Ils nous suivent. C'est vrai qu'ils ne financent pas forcément, mais par contre, on sent qu'ils cherchent là aussi des réponses qui pourraient être adaptées à différents milieux. Et que là, du coup, on a des échanges avec eux assez poussés, parce que l'expérience qu'on mène, je pense qu'elle n'est pas forcément adaptable. Enfin, et en tout cas, elle nécessite un travail à chaque fois. Et moi, je sais que la personne qui travaille avec nous sur cette question, donc la médiatrice, Maroussa Leclerc, une fois, elle a dû accoucher, elle a été remplacée. La personne qui l'a remplacée proposait tout à fait autre chose dans sa manière de faire le travail avec les enseignants et les artistes, avec des nouveaux développements et d'autres manquements. Moi, voilà, je me suis dit là, mais là, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, parce que la personne n'est pas la même. Donc après, ça pose aussi la question de, justement, de l'enseignement, ce que les profs nous disent. C'est-à-dire qu'il y a un programme commun, mais après, chacun est différent. Et comment... Donc la question de la transmission, pour eux, d'ailleurs, les intéresse. Et on sent qu'à l'éducation nationale, en tout cas certains, voilà, prennent la belle école comme une expérience. Et a priori, normalement, là, dans quelques mois, on devrait être aussi reçu au ministère pour pouvoir discuter avec des personnes du ministère. Voilà. Mais nous, on ne cherche pas l'exemplarité qu'on nous demande souvent, mais plutôt vraiment le mouvement, quoi. Voilà, Y para terminar de completar, también me interesa saber si este interés positivo puede ir un poquito más allá en, no diría solucionar, sino intentar conectar en los imperativos históricos contemporáneos que tenemos en el mundo. No solucionar, pero sino mediar precisamente, saber si desde la educación ese positivismo que hay es porque encuentran que es una herramienta, tal vez. Oui, je crois que le mot là que j'ai pas trop utilisé, qui est important, c'est le mot outil, en effet. Parce que c'est vrai qu'à Anigra, nous, on se voit plutôt comme un lieu de création d'outils. Et les gens de l'éducation nationale, je pense qu'ils voient ça, les professeurs aussi beaucoup, c'est-à-dire comment à la fois suivre les lignes d'un programme tout en les rendant sinueuses un peu. L'art peut faciliter ça. Et après, au niveau purement des fonctionnaires de l'éducation nationale, là, je ne sais pas, moi. Hein. Enfin, là, on est au début d'une route, donc on sent leur intérêt, parce que je crois que les profs, les enseignants nous accompagnent vraiment dans cette démarche en disant que voilà, c'est un outil et qu'il faut pouvoir le développer et qu'il faut pouvoir le partager. Donc c'est symbolique cet accueil de la fête des ateliers de l'Académie, mais on sait que pour le coup politiquement, il va y avoir la recteur, il va y avoir un accueil républicain. Donc là, pour le coup, ça signifie quand même une reconnaissance de ce travail qui est mené. Et après, à nous d'inventer aussi voilà, les outils, mais aussi la manière de les utiliser. Mais on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Ça, l'éducation nationale, après, continuera la route un peu sans nous, je pense, quand même. Mais en tout cas, je crois que moi, ce que je vois et ce que disent les artistes qui interviennent, c'est qu'il y a aussi une force influence du côté des artistes. C'est-à-dire que eux, maintenant, ils font à nouveau des ateliers en dehors d'Anigra,
de l'action culturelle, et bien du coup, ils prennent systématiquement ce temps de rencontre et de connaissance de l'autre, voilà, et d'ouverture sur le monde aussi contemporain, en effet. Et voilà. Hola, buenos días. A mí me gustaría saber cuál es vuestro presupuesto anual y cuáles son vuestras fuentes de financiación, aparte de los 5.000 euros que os dan al mes el ayuntamiento y que os pagan la luz y, bueno, y los servicios que tenéis allí, y las bodas y esto. ¿Cuál es vuestra fuente de financiación total? Gracias. Oui, on ne fait pas de location pour les mariages. Non, non, alors oui, aujourd'hui, donc, quand on a ouvert, la ville donnait 60 000 euros par an. Donc maintenant, on est passé avec l'agglomération de communes. Enfin, il y a eu la création d'une agglomération un an après l'ouverture du lieu. Donc on est passé à 100 000 euros par an. Ça, c'est ce qu'on a de sûr chaque année. Le budget, aujourd'hui, il est de 350 000 euros. On trouve 250 000 euros. Chaque année. Voilà. Donc après, c'est vrai que c'est difficile parce on est 10 dans l'équipe, donc c'est quand même une charge aussi importante. Le lieu est très grand, donc voilà, il faut des gens pour... Enfin, c'est une équipe assez variée. On a beaucoup de techniciens, puisque c'est aussi une demande et une aide. Voilà, mais on travaille avec la région d'Île-de-France, le conseil général du Val-de-Marne où est implanté le site, un peu le ministère de la Culture, mais un peu. Ils nous accompagnent régulièrement, ils sont très très présents dans le lieu pour voir les créations qui en sortent. Ils adorent les projets d'action culturelle, mais voilà, financièrement, c'est pas un gros financement. Donc après, on va travailler par exemple avec une fondation importante en France qui est la Fondation de France, et qui nous amène quand même beaucoup de budget annuellement. Enfin, je dirais que c'est entre 15 et 40 000 euros annuels. Et ils sont là pour soutenir justement ce travail un peu non prémédité, même s'ils ont eu du mal, parce qu'au départ, on ne rentrait pas dans leur case. Mais voilà, ça, c'est des partenaires fidèles depuis l'ouverture du lieu. Et puis après, il y a d'autres partenariats, la Caisse des dépôts, enfin des fonds... et publics et privés qu'on trouve en fonction des projets. Ah. Pardon ? Non, on n'accueille pas de mariage ni d'anniversaire. On ne fait pas de location. De toute façon, on ne loue pas le lieu. Le lieu, il est... voilà, les gens, quand ils veulent utiliser le lieu, on ne le loue pas. On a fait une location pour un film, parce qu'on est très, très demandé pour des films. Mais c'est pareil, là, on choisit d'accueillir des projets cinématographiques quand ils ont un sens avec le lieu. Donc on avait accueilli les beaux jours avec Fanny Ardant et du Beau Monde, et aussi parce que ça était question du troisième âge, enfin d'être à la retraite, qui cherchait des personnes de plus de 60 ans pour être figurants. Et donc dans la négociation, ils ont certainement fait une affaire par rapport à ce qu'ils nous ont donné pour la location, mais nous, on a pu faire le casting, voilà, des personnes retraitées de la ville qui ont participé au film et joué avec Fanny Ardant et avec d'autres stars. Et la cuisine a été faite par Ilham, notre cuisinière, et la sécurité du site par Élise Damarez, la chargée de relations publiques, qui a doublé son mois. Voilà, non, mais on est dans des petites économies, mais c'est plein d'histoires. C'est-à-dire que quand ce projet et ce tournage est accueilli, du coup, voilà, ça fait vivre un certain nombre de personnes, ça crée dans le lieu une ambiance particulière. Et on a refusé aussi de vider les lieux, c'est-à-dire qu'il y avait encore à ce moment-là des artistes en travail dans le lieu. Et c'est vrai que Fanny Ardant ou les autres acteurs un peu connus, ils frôlaient au début les murs, et puis à la fin, ils ont vraiment circulé au milieu des autres en nous disant oui, ce lieu, il est à la fois protecteur et ouvert. Et je crois que c'est ce qu'on essaye de créer dans le lieu. C'est-à-dire plus que de donner des consignes ou des lignes artistiques, c'est de... Voilà, j'ai parlé du mouvement, je crois que pour moi c'est très important. Mais aussi c'est une ambiance, c'est voilà, c'est un lieu ouvert mais sécurisant. C'est un lieu... voilà, parce qu'aussi, moi quand j'ai ouvert le lieu, j'étais menacée de mort par les loulous d'à côté qui faisaient du deal... Dans une des salles du lieu. Mais donc ça a été tout ce travail aussi avec le terrain et le territoire et les jeunes. Et voilà, bon,
et ce temps qu'on prend. Et en fait, finalement, la fragilité économique du lieu, moi, elle m'a aidée. Enfin, ça n'a pas été qu'un handicap, parce que ça a permis aussi d'inventer des manières de faire ensemble à partir du moment où on n'a pas d'argent. C'est vrai qu'à Nigra, on est un lieu qui ne s'auto-suffit pas, même si 300 000 euros, moi, je trouve que c'est un vrai budget. Mais après, quand on regarde ce que coûtent les salaires, ça serait à peine le budget de fonctionnement nécessaire. Mais en tout cas, ce besoin de l'autre réellement, il a créé à Nigra les plus beaux projets, je crois. Donc voilà, la question de la fragilité, elle me paraît aussi importante dans un lieu. Et voilà. Beste galderarik, mendik? Bestelanik bi galdera laburra ingo ditut. A ver. Catherine. Una, ¿qué rol juegan los padres y las madres de los niños y las niñas de los centros escolares, si es que participan de alguna manera? Esa es una. Y la siguiente, no me ha quedado muy claro, dentro de la Belle École, de la plataforma, por entender qué duración tienen estos proyectos, o qué, desde que se juntan por primera vez un profesor, un artista con el pedagogo, el mediador de Anicra, como cuántos proyectos, cuántos proyectos de estos se construyen a lo largo del año y qué duración tienen. Alors, pour les projets de la Belle École, en fait, ça peut prendre, le projet le plus court va s'écrire sur 3 mois à peu près, avec et le minimum d'ateliers réalisés sera de 3 fois 1 heure, 1 heure et demie en classe avec les enfants. Ça, c'est le plus petit atelier La Belle École. Le plus grand se déroule sur l'année avec 12 voire 20 séances. Voilà. Alors, le principe des 3, il existe pourquoi? Parce que quand on a lancé le projet, les directeurs d'école, les professeurs étaient partants, mais les directeurs d'école nous disaient il ne faut pas trop enlever de temps pour apprendre. Voilà. Donc du coup, on avait 3 fois 1 heure ou 3 fois 1 heure et demie d'artistes pour intervenir à l'école. Parce qu'au-dessus de 3, ça s'appelle un projet pédagogique. Enfin, on rentre dans une autre catégorie. Donc faire 3 fois 1 heure, 1 heure et demie, il n'y a pas de problème. En gros, on peut le faire et personne ne nous dit rien au-dessus. Donc d'où les 3 fois. Après, ce qu'on a remarqué, c'est que les 3 fois, elles étaient toujours accompagnées d'un peu plus que 3 fois, de manière... voilà. Donc avec les directeurs d'école ensuite et les responsables, on est passé très rapidement à 6, 9 et 12. C'est rarement plus que 12. 12 séances, donc qui peuvent être d'1 heure et demie ou de 2 heures. Oui, les plus grands, ouais, 3 heures, si je crois. Parce qu'il y a un atelier critique aussi qui s'est ouvert. C'est-à-dire qu'un professeur de français dans un lycée a demandé à ce que les élèves suivent une programmation artistique à Nigra et ailleurs, et qu'ensuite, avec un artiste, ils fassent un travail critique de ce qu'ils ont vu. Donc voilà, et là, ça dure plus longtemps que... Mais c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de bidouilles, c'est-à-dire qu'on voit avec les professeurs qu'on en rajoute un peu, et eux-mêmes en rajoutent. Et après, le temps de préparation et d'évaluation, en tout cas d'échange après l'expérience, elle est plus ou moins comptée. Donc, quant aux parents, alors les parents, c'était une autre problématique parce que l'école... c'est-à-dire qu'on a travaillé avec les parents parce que quand on organise des ateliers qui viennent à Anigra, il y a un accompagnement des parents obligatoire parce qu'il n'y a pas assez d'accompagnateurs sinon. Donc là, nous, on accueille les parents d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas mis de côté en attendant de repartir, mais on les intègre au projet et ils participent à l'atelier, en fait. Et ensuite, les parents, c'est aussi le travail d'édition que j'ai montré un petit peu. L'objectif, c'était de sortir un peu de la classe, ce qui est pas évident. Donc, on s'est dit, dans un premier temps, écrire, photographier, dessiner le projet et rendre un ouvrage également du côté des parents. Donc voilà. Et ce qui a été intéressant, c'est que d'ailleurs les politiques de la ville, à qui on parlait nous de la Belle École, mais on leur parle de plein de trucs, donc, mais en fait ont été vraiment informés du projet par les parents.
qu'ils ont croisés dans différentes réunions de la ville et qui leur ont parlé, la belle école, parce que l'enfant en parle, parce que, etc. Donc après, bon, quand je parlais tout à l'heure des labels écoles en partage, c'est-à-dire que ces moments d'ouverture qui a lieu une fois par trimestre où vient qui veut, l'idée c'est que les parents viennent aussi, mais après, on va dire qu'on voit toujours les mêmes parents. C'est toujours la question de la présence aussi de parents. Voilà, mais pour nous, c'est une question qui est en traitement aussi, ça. C'est en dehors de l'édition et du moment un peu de partage. Mais voilà, là, dernièrement, on a proposé à une école qui avait des soucis de force vive d'organiser avec eux la fête de l'école, par exemple, qui est un moment important en France. Et donc là, a priori, au mois de juin, on va aller faire la kermesse et la fête de l'école dans un quartier d'Arcueil, et ça va nous permettre, là, pour le coup, aussi de travailler avec les parents. Parce qu'on sait que la réunion du vendredi soir, où on les invite à venir voir ce que leurs gamins ont fait, il y en a 10 qui viendront, qu'on connaît déjà très bien, et puis les autres, on ne les verra pas. Bon, donc on va un peu aller là sur leur quartier, dans l'école, pour pouvoir les rencontrer. Voilà. Bueno, oain ondoritzen bazaizue, etenalditxo bat egingo dugu, kafetxo bat hartzeko, ordu laurden bat, 20 minutu, eta abisatuko dizuet bueltan etortzeko Ana Eulateren aurkezpena entzutera. Eskerrik asko.